pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Moi, je vais tous les jours tous les jours quelque part dans un lieu public pour un petit peu entendre les conversations. Et quelquefois des gens qui sont mes abonnés ou qui me connaissent comme ça, qui m'interpellent. Et ce qu'on me dit aujourd'hui, la manière dont les gens raisonnent, la manière dont ils voient le monde en 2025, c'est comme si on avait, disons, depuis 2020, depuis la pandystopie, comme je l'ai appelé, c'est comme si on avait une partie de la population, pas tous, mais une partie de la population qui avait en 5 ans passé de l'état de bébé à l'état d'adulte. C'est vraiment, les gens comprennent, et ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Nous en savons trop. Tu sais, les témoins qui en savent trop. Et oui. Les témoins qui en savent. Le type qui a vu, tu sais, quand les ravisseurs, par maladresse, laissent tomber leur cagoule et que le kidnappé les voit, il faut le tuer. Il faut le tuer, parce que sinon, ils sont foutus. Donc là, maintenant, on voit sous la cagoule, et donc il faut nous tuer. Certaines radios, par exemple la radio suisse romande, ici où je vis, au début de cette année, est passée à un système de diffusion numérique qui s'appelle le DAB+. À l'époque où ils ont pris cette décision, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était, tu sais, le nec plus ultra, c'est là qu'il faut être, on va laisser tomber la FM, et on va passer au DAB+, parce que c'est le monde de demain. Alors, c'était vraiment un raisonnement de ringard, de loser. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 30% de leur audience, qui ne reviendra plus, parce que les gens, et j'en connais beaucoup, et ceux de ma boulangerie à côté, ils me disent la même chose. Oh, tiens, on n'a plus la radio suisse romande, ils nous obligent à changer de la radio. On va quand même pas payer 200 balles pour écouter leurs conneries. Donc, on les écoute plus. On passe sur d'autres. On passe chez vous, on passe sur Antipresse, on passe chez André Sud Radio. Maintenant, il paraît qu'Europe 1 remue un peu dans les brancards, on écoute Europe 1 en Suisse. Donc, des trucs comme ça. Ça va très vite, Et les technologies, à 5 ans d'avance, tu peux même pas les prévoir. Qui aurait pu prévoir que TikTok deviendrait une plateforme de subvention? Réunis en sommet, les Européens à l'écoute de Volodymyr Zelensky. Depuis la Norvège, le président ukrainien a exhorté ses alliés du vieux continent à maintenir leurs sanctions contre Moscou jusqu'au retrait des troupes russes de son territoire. L'occasion aussi pour lui de dénoncer les violations du cessez-le-feu partiel, conclu en début de semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier soir, une autre frappe russe a touché nos infrastructures énergétiques. Malgré les propos de Poutine, qui se dit prêt à mettre fin aux attaques, rien n'a changé. Au lendemain de son appel avec le président américain qui a évoqué le transfert aux États-Unis de la propriété des centrales nucléaires ukrainiennes, Volodymyr Zelensky affiche sa fermeté, il en est hors de question. Dans le même temps, il l'annonce, une délégation ukrainienne sera présente lundi à Jeddah pour des discussions avec les Américains tout comme les Russes. De nouvelles négociations, alors que sur le terrain, les bombardements russes se poursuivent. Il est environ 5 heures ce jeudi matin à Kherson, lorsque plusieurs frappes russes s'abattent sur cette grande ville du sud de l'Ukraine. L'un des obus tirés a endommagé un bâtiment historique, mais heureusement pour les habitants, aucun blessé n'est à signaler. Alors, à titre introductif, une trêve est en pourparlers concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques des deux pays. À l'heure où j'enregistre la vidéo, rien n'a encore été officialisé et cette trêve n'est donc pas effective. Tandis que les Russes lancent leur guérane sur l'Ukraine, avec des cibles qui ont été atteintes notamment dans la ville de Kropyvnytsky. Donc, je vais vous montrer sur la carte où se trouve cette ville, qui est donc dans le centre de l'Ukraine, ici, exactement. Et notamment une entreprise de production ferroviaire a été touchée donc, dans ces attaques. Les Ukrainiens, quant à eux, ont aussi lancé leurs drones sur la Russie. Si la plupart de ces derniers ont été abattus, certains ont pu atteindre leur cible, comme un dépôt de munitions à l'est de l'aérodrome de Engels. Donc Engels, c'est cette ville qui se trouve ici. Il y a un aérodrome à l'est de la ville, notamment pour les bombardiers stratégiques russes. Et à l'est de ce dernier, ici, il y a eu une puissante explosion, donc le 20 mars. Explosion donc qui a eu lieu dans ce dépôt de munitions.
Quand j'entends des propos d'hommes politiques ici nous dire qu'on va se jeter dans cette, je dirais, cette espèce d'enfer qui est un enfer pas inconnu, parce que vous avez eu l'histoire du pipeline où les Russes ont emprunté un pipeline hors d'usage pour surprendre les Ukrainiens. Ça rappelle le Vietnam. C'est des choses qui peuvent correspondre. Mais si vous voulez, la composante drone, elle n'existe pas. Et aujourd'hui, je répondais avant-hier à une émission sur Europe 1 et on me disait, est-ce que la France doit continuer à former les Ukrainiens? Mais je dis, mais non, c'est aux Ukrainiens de former les Français aujourd'hui. C'est eux qui ont cette expérience. Nous n'avons absolument pas aucune expérience de combat avec un ciel saturé de drones, forcé d'avoir des brouilleurs sur tous les véhicules, utilisant au maximum des véhicules. Je vais vous dire ce qui se passait sur le front de Koursk, à Soudja. Ce que j'y suis allé, c'est que les soldats russes, c'est 5 soldats maximum. Hein. Vous n'êtes jamais avec plus de 5 soldats. On va dire peut-être 10 dans une pièce, dans une maison complètement planquée, parce qu'il faut tout le temps se planquer. Et quand vous vous déplacez, vous êtes sur un pick-up, parce que le pick-up peut semer le drone. Et la plupart du temps, c'est des quads, parce qu'avec les quads, vous pouvez manœuvrer et vous pouvez éventuellement rentrer dans une forêt pour échapper aux drones. Ou des motos, des véhicules ultra rapides pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir opérer le plus rapidement possible. C'est ça, la réalité du terrain. Rentre même dans les maisons maintenant. Et complètement. Ça, c'est l'usage du drone filaire où il peut se permettre d'arrêter une opération, de se retenir, et ensuite d'aller quasiment pénétrer. D'ailleurs, les tranchées ont été maintenant conçues avec des angles pour éviter justement aux drones de rentrer. Enfin, voilà, tout ça, c'est de l'invention. La dernière invention, elle a été testée par les Russes, reprise par les Ukrainiens. Je l'ai vu sur le reportage de Charlie Nurel de LCI, pareil à Koursk ou à Soumy aujourd'hui. C'est-à-dire que les Ukrainiens et les Russes tapissent complètement de filer leur route de ravitaillement pour empêcher les drones d'attaquer les véhicules. Donc, voyez le type, et je vous dis ça, je suis pas un expert militaire, c'est des choses que j'ai vécues. Je ne crois pas que l'armée française soit aujourd'hui capable de faire une différence dans cet environnement. Sur l'oblast de Koursk, les fantassins russes continuent à être bombardés dans le village de Bassivka, ici, notamment ici avec une vidéo qui a été publiée le 18 mars. Les Russes continuent leur avancée en direction de la frontière ukrainienne. Ces dernières 48 heures, ils ont repris du terrain ici, à l'ouest de Molovoï, ainsi qu'au sud ici de Kurilovka. Les 18 et 19 mars ici, des positions de l'armée russe ont été bombardées. Alors si déjà le ratio entre les forces ukrainiennes et les forces russes est sans appel, mathématique, bon, vous imaginez les forces, d'ailleurs les Anglais sont en train de passer de leurs premières élucubrations, 100 000 hommes, etc. Maintenant on en est à 10 000, bon, ça descend assez vite selon les moments. Non, on n'a absolument pas les moyens et de toute façon on est incapable de faire une guerre comme ça sans l'appui logistique et de renseignement américain. Faut pas rêver notre vie. Je parle des Européens, moi, parce que moi personnellement, je pense qu'effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas Dupont-Aignan, on avait l'occasion dans ce conflit de vraiment jouer notre carte de non-alignement, d'intelligence, d'appui à la paix, en tout cas à l'apaisement. Et si la France avait été capable de le faire, voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne s'intéresse pas au fond, effectivement, qu'il y a des agendas politiques, il y a des agendas européens, il y a cette espèce de fantasme de la dilution définitive des nations européennes et effectivement de la récupération des compétences. Et la politique étrangère et la défense, c'est une sacrée compétence qui, pour l'instant, était à peu près protégée et qui, là, à la faveur de ce discours complètement belliqueux mais c'est complètement ridicule. Il faut écouter. Moi, je suis pas un agent russe, mais enfin, j'écoute les responsables russes quand ils font des déclarations. Et quand vous écoutez aussi bien un ministre des Affaires étrangères russe qu'un porte-parole du Kremlin, qu'une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, etc., ils disent tous la même chose. Mais c'est de la russophobie des cavernes. Moi, j'ai bien aimé l'expression de Sergueï Lavrov. Et surtout, le président français ne se rend absolument pas compte parce que maintenant, il est attaqué vraiment en Russie. Donc là, on est en train de faire un mur. On est en train de devenir un ennemi de la Russie. De devenir un ennemi, mais c'est délirant. La France et le Royaume-Uni n'ont absolument pas l'armée nécessaire pour pouvoir remplacer les
Les États-Unis au sein de l'OTAN. Allez. Oui. Donc là, nous avons affaire en ce moment à un poker menteur des principaux États du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais tout ça est fini. Vous devez vous le mettre en tête. Hein. Tout ça est fini. Les grandes déclarations, ce que M. Macron dit en nous sommes en guerre, tout ça, c'est fini demain matin, hein, parce qu'on ne peut pas être en guerre tout seul. Ça ne tient pas la route. Mais imaginons sur le cas du conflit ukrainien qu'on veuille prendre la place, c'est-à-dire qu'on veuille envoyer à l'Ukraine, mettons, du matériel américain. Et si les Américains disent non, on ne peut pas le faire. Vous savez, quand il y a eu l'interruption, là, Tulsi Gabbard a pris la décision, évidemment, pilotée par Donald Trump, de supprimer le renseignement. Ça a été une des variables qui ont fait que les Russes ont pu prendre l'avantage à Koursk, hein, c'est pas la seule, mais de supprimer l'échange de renseignements entre les États-Unis, le fameux IRS, c'est-à-dire une vraie cartographie du champ de bataille à tout moment, en temps réel, etc., qui était fournie aux Ukrainiens. Tout à coup, les Ukrainiens se retrouvaient aveugles avec leurs drones, qui étaient toujours hyper performants, mais une partie de la riposte, de la contre-batterie, ils ne pouvaient plus la mener contre les Russes. Donc ils se sont retrouvés fragilisés. Ils avaient même interdit aux Anglais de partager avec les Ukrainiens du renseignement que les Américains donnaient aux Anglais. C'est-à-dire que les Britanniques, qui sont les plus en pointe en Ukraine, ne pouvaient pas partager du renseignement qu'ils savaient des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis vous disent « vous ne touchez pas à ce matériel et vous ne l'envoyez pas en Ukraine », on ne peut pas le faire. Donc comment veut-on aujourd'hui aider l'Ukraine, même avec la meilleure volonté du monde, en étant si dépendant? Et en plus, c'est de la faute de toute cette génération d'hommes politiques dont Macron est issu. Macron, c'est les young leaders, c'est tout cette, on va dire, admiration béate des Américains, on va dire, cet alignement quasi systématique. Quand on regarde, j'encourage souvent les gens à lire le livre d'Éric Branca, L'ami américain, parce qu'il explique quoi? Qu'en dehors de De Gaulle, il n'y a pas eu beaucoup de résistants justement à ça. Il n'y a pas eu beaucoup de... Et que les Américains, depuis longtemps, ont développé, ont formé même nos élites. Donc si vous voulez, à partir de là, vous avez le gros chien qui finalement maintenant nous laisse tomber, et vous avez des véritables orphelins des Américains. Vous regardez les Nicolas Santanzer, Xavier Titelman, etc. Ils sont complètement aux abois, ils sont désespérés de voir l'Amérique nous tourner le dos. L'objectif des Occidentaux en 2022, c'était d'affaiblir la Russie, mais de la faire s'effondrer, en réalité. Par conséquent, la puissance nucléaire ne joue pas de rôle, parce que si la Russie s'effondrait sur elle-même, elle n'allait pas utiliser la bombe nucléaire contre sa propre population, quel que soit le cas de figure. D'accord. On allait avoir un effondrement comme on avait eu à la fin du communisme, grosso modo. C'est un peu ça à quoi pensaient les Occidentaux. Quand on entend Bruno Le Maire, etc., ils pensent exactement à ça. D'une certaine manière, c'était prendre en otage la population russe pour la pousser à se révolter contre Vladimir Poutine. C'est la même stratégie que l'État islamique en 2015 en France. Hein. C'est faire pression sur la population pour qu'elle se révolte contre le gouvernement, ou qu'elle s'oppose au gouvernement, ou qu'elle demande au gouvernement un changement de politique, etc. C'est exactement la même stratégie. Les Européens ont utilisé la même stratégie que l'État islamique en réalité. C'est utiliser la population civile, la prendre en otage pour forcer des décisions politiques. C'est pour ça que les sanctions qui ont été prises visent, contrairement à ce qu'on avait eu précédemment, les sanctions visaient aussi les citoyens russes eux-mêmes, leur interdiction de voyager, l'interdiction de venir en Europe, l'interdiction aux Européens d'aller. Dans certains pays, les Russes n'ont même pas le droit d'ouvrir des comptes en banque, etc., etc. Donc, on a vraiment viser les Russes, la population russe, et on a voulu utiliser la population russe pour renverser le gouvernement ou provoquer un changement de régime en Russie. Donc ça, c'est très important. Par conséquent, là, la puissance nucléaire ne jouait pas de rôle. Et puis, d'une certaine manière, je pense qu'on était conscient que les Russes sont plus cohérents que nous. Les premiers à parler, d'ailleurs,
l'usage de l'arme nucléaire pendant cette phase de conflit. C'est le 24 février 2022, c'est Jean-Yves Le Drian qui a dit Vladimir Poutine doit faire attention parce que l'OTAN est une puissance nucléaire. Donc c'est déjà eux qui ont menacé. Et puis il y a eu la fameuse sortie, c'était en 2022, 2023. Maintenant, j'ai plus les dates exactement en tête, de Liz Truss, qui était initialement ministre des Affaires étrangères britannique, et lorsqu'elle a postulé pour devenir au poste de Premier ministre, évidemment a été interviewée par la télévision britannique, et un des journalistes lui a dit « Est-ce que vous êtes prêt à utiliser l'arme nucléaire contre la Russie ?» Et elle a dit sans hésiter. Et puis le journaliste lui dit, mais même si ça déclenche l'annihilation globale, donc une destruction globale du monde, elle a dit oui sans hésiter. À noter qu'à mon niveau, je n'ai pas constaté d'encerclement des forces ukrainiennes à Soudja. Il y a effectivement eu des prisonniers, mais pas en grand nombre, comme on avait pu le constater sur Mariupol, par exemple, où c'était plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui avaient été faits prisonniers. Ici, je n'ai pas vu ce genre de vidéo. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de matériel de l'armée ukrainienne qui a été abandonné ou détruit dans la retraite. Je voudrais revenir sur le conflit un peu en lui-même, parce que si je peux apporter ma pierre à l'édifice ce soir, c'est pour justement témoigner de ce que j'ai pu voir là-bas et de la mentalité, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans la tête des soldats. Aujourd'hui, moi, je compare l'Ukraine, je l'ai souvent décrite comme Verdun avec les drones. Je ne vais pas revenir sur l'effet des drones, mais qui vient se superposer encore plus sur déjà le poids et la rigueur des combats imposés aux soldats qui vont faire la guerre. Il faut bien préciser que si on en arrive là et qu'on arrive à jeter nos fils et nos filles dans la bataille, ils auront à affronter tout ça dans un terrain absolument inhospitalier, avec de la boue à l'intersaison, avec un hiver extrêmement rude où les températures peuvent descendre à moins 40. Et donc ça, moi je me dis toujours, je compare, comme j'ai évoqué le terme Verdun, si avec le recul qu'on avait, Verdun, on dit c'est une victoire française. Je crois qu'au regard de l'histoire, c'est plus vécu comme une histoire française, mais une tragédie telle qu'il y a encore, je crois, quelques 150 000 combattants qui sont dans le sol, qui n'ont pas été, dont les corps n'ont pas été retrouvés pendant cette bataille. Si quelqu'un en 1917, je sais pas, un Donald Trump de l'époque dit j'ai la possibilité d'arrêter la bataille de Verdun, mais au regard de l'histoire, on dira mais cette personne était formidable, elle a arrêté une boucherie absolue. Et vous regardez quand Trump a beaucoup de défauts. C'est une boucherie vraiment aujourd'hui. Mais c'est une boucherie, mais bien sûr. Vous êtes face à des gens, une boucherie absurde en plus. Je me dis le peuple frère. Malraux disait, je crois que c'est Malraux qui disait la guerre civile est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. Eh bien, je vais pas dire que chaque soldat ukrainien ou russe connaît le type qui tue en face, mais j'ai eu des dizaines de témoignages d'Ukrainiens pro-russes, notamment dans le Donbass, qui ont une partie de leur famille qui combat en face. Voilà, c'est très classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur oncle, leur cousin est en face à combattre dans l'armée, et quasiment avec les mêmes équipements. Ils sont habillés pareil, ils ont un armement à peu près équivalent, et ils s'étripent et ils se tuent. Et ce sont des peuples qui sont extrêmement, je vous dis, résilients, qui ont pas peur de la mort. Je vous dis, c'est ça aussi, hein. Nous on a peur de la mort, on l'a chassé de notre univers. Les Russes, pas du tout. Et quand on a gagné, parce que ma comparaison avec 14-18, elle est importante, quand on a gagné Verdun, quand on a gagné la Première Guerre mondiale, c'est nos paysans qui l'ont fait, qui nous ont permis de gagner. C'est-à-dire des gens qui étaient capables, qui étaient à la dure. Les ouvriers sont venus compléter l'effectif quand il n'y avait vraiment plus personne à la fin. Non, ça c'est certain, mais déjà à l'époque vous aviez des gamelins, vous aviez des gens aussi qui envoyaient les gens à la mort, et en Ukraine il y en a aussi pas mal, hein. Le chef d'état-major actuel, Alexander Syrski, a quand même le surnom du boucher, et c'est quelqu'un qui est lui presque plus soviétique que Gerasimov côté russe, en termes de pas d'économie de la vie et des hommes. On l'a vu avec l'opération de Koursk qui a été un échec total, où je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'Ukrainiens sont morts, tout ça pour finir par reculer 6 mois après, même si l'opération avait un intérêt, voilà, elle a essayé de faire bouger les choses pour les Ukrainiens. Mais
pour revenir à cette dureté de cette guerre, là, je passe le fait qu'on veut rajouter 10 000 personnes, puisque Keir Starmer, d'ailleurs, Keir Starmer, je trouve ça étonnant, c'est quelqu'un qui ne parle que de l'Ukraine. Je n'ai pas entendu Keir Starmer intervenir sur un quelconque sujet en dehors de l'Ukraine. On a l'impression qu'il pilote la guerre. Pourtant, c'est le Premier ministre britannique travailliste. Travailliste. C'est pas un conservateur qui... Non, c'est un travailliste et il ne s'occupe que de l'Ukraine. Donc là, effectivement, comme le disait Caroline, au début c'était 100 000, maintenant c'est... Voilà, on est à... Mais même 10 000. Même 10 000. Et là, vous avez le problème majeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point où on ne pourra plus reculer. Soit on envoie nos troupes, et dans ce cas-là, pour les Russes, Dimitri Medvedev a fait un tweet ultra violent hier en expliquant que si c'était le cas, l'OTAN rentrait en guerre contre la Russie. Voilà. Mais et Dimitri Medvedev a taclé Macron et Starmer à la fin en disant « Avant toute chose, consultez Trump ». Voilà. Et à l'est de l'oblast de Soumy, ici, c'est l'oblast de Belgorod. Donc Belgorod, c'est la ville qui se trouve ici, et l'oblast porte le même nom. Le 18 mars, les Ukrainiens ont donc lancé plusieurs incursions en territoire russe dans l'oblast de Belgorod. Une incursion a eu lieu ici, exactement à l'ouest du village de Prilésier, où une position de l'armée ukrainienne a été bombardée le 19 mars. Un petit peu plus au nord, les Ukrainiens se sont dirigés vers le village de Demidovka, qui se situe ici. Mais suivant les dernières géolocalisations et visuels, ils n'ont pas atteint le village. Par contre, des géolocalisations ont été réalisées ici. Un Vicent a été abandonné. C'est un blindé de conception allemande qui sert donc pour le génie, donc tout ce qui est déminage, mais également pour le dépannage. Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the core. Could you take on Russia by yourselves? Well, all right, one or two more. Trump est en train d'essayer de sauver l'Occident, enfin de renverser la vapeur du discrédit profond, long, perlé, qui a touché le pôle occidental et les États-Unis, bien sûr, depuis l'Irak. Depuis l'Irak, en fait. Ça a commencé après la phase euphorique là, de la fin de la guerre froide et de je ne sais quoi, de l'hyperpuissance américaine, etc. À partir de septembre 2001, puis de l'Irak, ça a commencé à tomber dans le monde en termes d'influence, en termes d'exemplarité, en termes d'évidence d'un double standard, en termes... Enfin, on a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on a vu ce qui s'est passé partout. Et là, il est en train d'essayer d'inverser le conduit, si vous voulez, d'inverser le tuyau. Pour résumer, dans la région de Koursk, les Russes continuent leur avancée vers la frontière. Les Ukrainiens ont lancé des incursions dans l'oblast de Belgorod, donc au sud de l'oblast de Koursk. Et on note également quelques gains de terrain au profit des Russes sur le front de Louhansk et de Donetsk. Et quant aux Ukrainiens, ils ont contre-attaqué dans le village de Konstantinopil, donc à l'ouest de Kourakovié, sur le front de Donetsk. Et nous, pour une fois, nous qui sommes d'une servilité à toute épreuve depuis des décennies, on est incapable d'exister par nous-mêmes, on est incapable de revendiquer nos atouts, on est incapable de dire mais non, voilà, nous pensons ça sur le fond et on n'en dérogera pas, on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. On est couché, on est rampant. Bon, et ben là, pour une fois, on pourrait quand même se coller à quelque chose qui va peut-être apaiser un tout petit peu la question de la sécurité européenne, parce que je rappelle que cette guerre ne s'est pas faite pour rien, que la Russie ne l'a pas faite pour rien, et qu'il faut absolument rétablir la sécurité européenne. Et c'est d'ailleurs un des points que les Russes et les Américains sont en train de discuter. Ils ont commencé à Riyad et ils continuent. C'est-à-dire l'équilibre stratégique global du monde. Et cette sécurité européenne qu'on a pétardée tous, d'abord en étendant bien sûr l'Alliance Atlantique, l'OTAN, à rythme fort quand même depuis la fin des années 90, et ça moi j'y ai assisté, et puis ensuite en poussant sans arrêt au conflit et en continuant cette politique de containment et de harcèlement de la Russie, il faut arrêter. On a cassé tous les accords nucléaires sur les forces nucléaires intermédiaires, sur START, tout est à refaire.
si on parle maintenant de la question, par exemple, de la mise à disposition des forces nucléaires françaises à propos de l'Union européenne. Alors, où est cette ligne rouge? Est-ce que si la Russie, par exemple, décide d'intervenir en Estonie parce que la minorité russe est maltraitée en Estonie, ce qui d'ailleurs est le cas, et c'est d'ailleurs pas pour rien que les pays baltes sont si inquiets, c'est qu'ils maltraitent mal leur minorité russe, et les Russes sont extrêmement sensibles sur cette question. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine et en Géorgie. C'est pas pour prendre des morceaux de Géorgie ou pour prendre des morceaux d'Ukraine, c'est pour protéger les populations qu'ils considèrent comme leur population sœur. Et on pourrait très bien avoir un scénario semblable du côté des pays baltes, avec la différence que les pays baltes font partie de l'OTAN et que ça aurait d'autres implications, et je pense que les Russes verraient sans doute probablement d'autres manières d'intervenir. Mais théoriquement, c'est techniquement possible. Mais est-ce que, à ce moment-là, si la Russie intervient en Estonie, est-ce que tout d'un coup, la France va déclencher une arme nucléaire? Parce que si la France utilise une arme nucléaire pour défendre l'Estonie, les Russes vont répondre par une arme nucléaire. Et cette arme nucléaire, elle va pas aller sur l'Estonie, elle va aller sur Paris. Il y a soit la souveraineté nationale, soit européenne. Aujourd'hui, Macron essaye de nous entraîner vers une pseudo-souveraineté européenne. Mais moi, je pense que là, l'enjeu, c'est de ne pas laisser, avant de répondre là-dessus, mais de ne pas laisser au cœur de l'Europe une plaie avec une paix provisoire. Parce que ça, ce serait le... Il y a deux scénarios possibles. Soit il y a une paix provisoire qui est faite entre les Américains et les Russes, avec échanges économiques, etc. Mais les Américains sont ravis de laisser pourrir un conflit, c'est-à-dire une sorte de Corée, de ligne de front comme la Corée du Sud, Corée du Nord. Pour les Américains, pour les intérêts américains, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ça éviterait aux Européens de se réconcilier avec les Russes, ça laisserait l'Union européenne avec les dingues, Van der Leyen et compagnie, s'exciter, et ça tuerait toute possibilité au XXIe siècle pour l'Europe de peser entre la Chine et les États-Unis. Donc moi, ce que je crains, c'est que, en raison de la bêtise on a parlé déjà ça 20 fois, des dirigeants français et européens, en fait, l'Europe, les principales nations européennes, mais la France, ne soient pas au rendez-vous de la paix. C'est-à-dire qu'il faut cet accord de sécurité sur les missiles, etc. Il ne faut surtout pas mettre des troupes sur le terrain. Il faut un vrai accord de neutralité. Attends, j'ai pas fini. Il n'y en a pas. Non, mais 2 secondes, j'ai pas fini. Un vrai accord de neutralité, parce qu'il y a des étapes. Et il faut lever les sanctions. C'est-à-dire avoir une vraie réconciliation entre la France et la Russie. Parce que même si les Russes, Florian a raison, aiment les Français au fond, là, les Russes, ils en ont quand même gros sur la patate, parce que ça fait quand même beaucoup se faire insulter en permanence. Qui les touche. Oui, beaucoup plus que les sanctions américaines. Tout à fait. Et c'est là où c'est très important les mois qui viennent, et les semaines, c'est que soit il y a une paix américano-russe avec des excités européens, et les Américains seraient ravis de laisser un truc purulent. Et puis eux, ils font leur commerce entre eux, et l'Europe globale, pas l'Union européenne seulement, l'Europe sort de l'histoire comme continent. This effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. President Zelensky also thanked President Trump for continuing to push humanity. Je pense que Donald Trump a hérité d'un pays qui est en fait au bord de la faillite. En France, nous avons 3 000 milliards de dettes, mais les États-Unis en ont 34 000 milliards. Donc, 10 fois plus, 11 fois plus. 11 fois plus, c'est quelque chose que personne ne peut payer. Donc, en soi, ça n'est pas grave si on ne leur demande pas de rembourser tout de suite. Mais avec les sanctions, c'est-à-dire en fait des mesures coercitives qu'ils ont prises pendant l'affrontement en Ukraine, ils ont eux-mêmes restreint l'usage du dollar, puisque la Russie n'a plus accès au dollar
et que la Chine y a un moins grand accès. Donc en fait, la manière dont on utilise le dollar, en quelques années, ça a diminué d'un tiers. Bon, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que les créanciers des États-Unis ne leur demandent pas de payer. Et s'ils demandent ça, les États-Unis s'effondreront exactement comme l'Union soviétique s'est effondrée. Il n'y avait pas d'autre raison à l'effondrement de l'Union soviétique. Alors bien sûr, la situation est différente parce que en Union soviétique, plus rien ne fonctionnait. Donc quand ça s'est effondré, il n'y avait plus d'économie, plus du tout. Tandis qu'aux États-Unis, on continue à fabriquer des armes. Mais plus rien d'autre, hein, parce qu'il y a plus d'électroménagers, par exemple, qu'on fabrique aux États-Unis. Donc, si ils doivent passer à la caisse, ils seront brutalement ruinés. Ça sera comme la crise de 1929. Oui. Donc, le programme de Donald Trump, c'est de prévenir cet effondrement. Et pour ça, il doit trouver des ressources là où il n'y en a pas. Donc, ce qu'il fait, c'est créer des droits de douane et il donne cette impression d'être ici et là, de faire une chose et son contraire. Oui. Parce qu'en fait, il a besoin d'empêcher les gens de comprendre ce qu'il fait. Alors, il y a une chose très importante qu'il fait, c'est de diminuer les dépenses de l'État fédéral. Donc, il transfère aux États fédérés certaines compétences et surtout, il démantèle des agences de l'État. Et ça, en très grand nombre. Il a déjà licencié plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires. De fonctionnaires, oui. Au travers le Doge de Musk. Absolument, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a une telle insistance sur le Doge de Musk, parce qu'il faut absolument réduire les dépenses de l'État. Et ces dépenses de l'État, ça va avec la conception impériale de l'État fédéral qu'ont eu les présidents précédents. Donc, si lui veut supprimer ces dépenses fédérales, il doit en finir avec l'impérialisme des États-Unis. Et cette dénonciation de l'impérialisme des États-Unis, c'était déjà à son programme lors de son premier mandat. Même s'il n'y avait pas à l'époque d'urgence pour payer les dettes. Mais là, vous savez, au début de son premier mandat, il avait exclu le chef d'état-major et le directeur de la CIA de leur siège permanent au Conseil de sécurité. Bon, ça avait provoqué un scandale, ça avait duré 15 jours en fait. Oui, il était obligé de revenir en arrière. Oui. Il était obligé de revenir en arrière. Mais là, cette fois-ci, c'est clairement son objectif. Et c'est pour ça que vous assistez là en ce moment à ces réunions à Paris et à Londres pour savoir ce qu'on va faire vis-à-vis de l'Ukraine. Parce qu'en fait, il l'a dit, l'Ukraine, c'est fini pour lui. Et demain, il va fermer aussi le robinet pour les dépenses autour de l'Iran, qui sont aussi importantes, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de dépenses autour de l'Iran. Oui. Donc, quand il aura coupé ces deux robinets, il va annoncer qu'il se retire en fait, pas du commandement intégré, mais du SACEUR, du commandement suprême de l'OTAN. Puisque l'OTAN, c'est un puits sans fond pour les États-Unis. Hein. Ça coûte des sommes astronomiques. Et ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il l'a confirmé il y a quelques jours au secrétaire général de l'OTAN qui est venu le voir à Washington.
C'est la bête noire du régime kirghize depuis des années. Radio Asiatique, radio locale de Radio Free Europe au Kyrgyzstan. Financée par les États-Unis, elle dénonce régulièrement la corruption. Les journalistes et la liberté d'informer sont sous pression dans cette ex-république soviétique. Sans surprise, il y a un mois, Sadir Japarov, allié du Kremlin, saluait la proposition du milliardaire Elon Musk de fermer Radio Free Europe. Un mois plus tard, le dirigeant kirghize peut se réjouir, tout comme ses homologues des régimes autoritaires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe orientale. Par décret présidentiel, Washington a sonné le glas des médias publics américains à l'international. Les contribuables n'auront plus à payer pour la propagande radicale, affirme la Maison-Blanche. Le financement de Voice of America ne fait plus partie des priorités fédérales, commande pour sa part Kari Lake, conseillère de Trump à la tête de l'Agence globale des médias, financée par le Congrès américain. Nous pensons que ce serait un désastre pour la liberté de la presse et nous sommes très inquiets pour les rédactions, mais aussi pour les auditeurs. Daily at this time, we shall speak to you about America and the war. Lancé en pleine guerre froide en 1947, Voice of America est reçu par 360 millions d'auditeurs dans le monde et diffusé en 48 langues, notamment en russe via Internet pour contourner les restrictions de Moscou consécutives à l'invasion de l'Ukraine. Ce lundi, le chef de la diplomatie tchèque interpelle l'Union européenne. Est-ce que nous voyons de la valeur dans cette organisation et la diffusion de ces programmes en direction de la Russie, de la Biélorussie, de l'Iran et de nombreux autres pays? Et si oui, que sommes-nous prêts à faire pour maintenir ce service d'information? Des centaines de journalistes de Voice of America et ses radios sœurs Radio Free Europe, Radio Free Asia ont reçu un courrier électronique ce week-end les informant qu'ils n'auraient plus accès à leur bureau. 1300 employés ont été placés en congé administratif. Et Donald Trump a réuni le mois dernier les banquiers centraux dans sa résidence de Mar-a-Lago et il leur a dit, voilà, on ne peut plus payer. Donc, vous allez payer à notre place. C'est assez surprenant, mais conservez bien l'esprit que... Il semblerait même qu'il ait dit vous ne sortirez pas de cette pièce tant qu'on n'aura pas trouvé un accord sur le dollar, c'est ça? Absolument, absolument. Ça c'est Les Échos qui a raconté ça. Hein. Je n'invente rien, tout ça a été publié. Mais il y a très peu d'articles pour le moment en France sur ce sujet. C'est surtout aux États-Unis. Mais en fait, Donald Trump est quelqu'un qui a déjà personnellement fait faillite. Et il a surmonté sa faillite en allant voir ses banquiers et en leur disant, écoutez, si vous demandez le remboursement immédiat de ce que je vous dois, ça va vous coûter plus cher que si vous me prêtez un peu plus d'argent pour me relancer. Voilà. Et voilà, il a réussi à convaincre ses banquiers. Donc la faillite n'a pas été prononcée, même si elle était là. Et il a pu rebondir. Et c'est cette méthode qu'il choisit avec ses alliés. Oui, c'est un nouveau triste exemple de comment des rancœurs vieilles de plusieurs siècles sont instrumentalisées pour créer des affrontements entre hindous et musulmans dans l'Inde d'aujourd'hui. Alors, il y a eu un film récemment qui a dépeint cet empereur musulman, donc Aurangzeb, comme un tyran, un conquérant sanguinaire. Les groupes radicaux hindous ont alors demandé le démantèlement de sa tombe, qui est donc à Nagpur. Alors Aurangzeb, on lui reproche durant son règne d'avoir oppressé les hindous, d'avoir détruit des temples. Les historiens, eux, font un portrait évidemment plus contrasté de ce personnage, mais qu'importe, des portraits de l'empereur ont été brûlés près de sa tombe, des manifestations ont eu lieu à Nagpur et dans les villes autour. Et très vite, évidemment, voilà, des affrontements entre hindous, entre musulmans, avec les forces de l'ordre, des voitures qui ont été incendiées, des maisons qui ont été pillées, et plus de 1000 policiers qui ont dû être déployés avec des gaz lacrymogènes pour instaurer ce couvre-feu. Alors le dirigeant du Maharashtra, qui est l'État de Nagpur, a assuré que cette tombe, qui est classée au patrimoine archéologique de l'Inde, resterait en sécurité, resterait protégée,
mais lui-même est très proche des nationalistes hindous, donc des gens qui manifestent, et il a ajouté qu'il protégeait la sépulture à contre-cœur. Voilà l'ambiance. Merci beaucoup, comme Bastien, de nous l'avoir décrite. Le cabinet israélien a voté la révocation du chef du service de renseignement intérieur, Shin Bet. Cela s'est produit malgré 3 jours de protestation de milliers d'Israéliens à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a déclaré cette semaine qu'il n'avait plus confiance en Ronen Bar, qui dirigeait le Shin Bet depuis 2021. La décision fait suite à des mois de tension entre messieurs Bar et Netanyahou et au sujet d'une enquête sur la corruption concernant des allégations selon lesquelles un certain nombre d'aides dans le bureau de Benjamin Netanyahou se seraient vu offrir des pots de vin par des personnalités liées au Qatar. Les manifestants sont en colère contre la décision du gouvernement israélien de reprendre les combats à Gaza et rompant ainsi un cessez-le-feu de 2 mois. Plus de 50 otages israéliens se trouvent toujours dans l'enclave palestinienne. Des scènes de chaos, encore et toujours, dans la bande de Gaza. La population démunie ne peut que constater l'étendue des dégâts. Ici à Betlaïa, une frappe a tué de nombreux membres d'une même famille. Quelle est notre faute? Nous sommes assiégés, confrontés à la mort et à la souffrance. Ayez pitié de nous. Nous sommes épuisés. Quelle était la faute de ces victimes ou de nos enfants? L'armée a appelé à l'évacuation des zones frontalières d'Israël, fort du soutien de son allié américain. Après l'offensive particulièrement meurtrière de ces derniers jours, l'État hébreu a annoncé étendre son opération terrestre dans le sud de l'enclave. Cette situation, ne l'oublions pas, est entièrement imputable au Hamas, qui a lancé cette attaque brutale contre Israël le 7 octobre. Le président a clairement indiqué qu'il souhaitait que tous ses otages rentrent chez eux. Il soutient pleinement Israël et l'armée israélienne, ainsi que les actions entreprises ces derniers jours. Un peu plus tôt, l'État hébreu affirmait avoir repris le contrôle du corridor de Netzarim, principal verrou entre la ville de Gaza et le sud du territoire. L'armée israélienne a repris des opérations terrestres ciblées, sécurisant des zones clés jusqu'au centre de l'axe Netzarim. Nos forces contrôlent désormais le centre et le sud de Gaza, étendant la zone de sécurité et créant un tampon partiel entre le nord et le sud. Le Hamas appelle les pays arabes à faire pression pour mettre fin aux violences et dit avoir visé Israël avec des roquettes. Pour appuyer sa déclaration, le mouvement islamiste a diffusé cette vidéo. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Vendredi, et donc on l'a appris hier matin, après plus de 2 ans passés dans les geôles iraniennes, l'otage français Olivier Grondeau a donc été libéré. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé lui-même. On imagine, Georges, qu'il y a eu des contreparties accordées à l'Iran. Rien de gratuit en effet, Amandine. Ces contreparties sont souvent des libérations d'Iraniens réclamées par la République islamique. Ça a été le cas plusieurs fois dans le passé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'Iraniens détenus en France. Donc, c'est autre chose. Par exemple, une demande iranienne que la France serre la vis contre des opposants, en particulier les moudjahidines du peuple, des opposants certes détestés par la plupart des Iraniens, mais très actifs en termes de communication. Ils ont toujours un siège en banlieue parisienne. C'est un irritant ancien entre Paris et Téhéran. Ils organisent des réunions auxquelles participent contre rétribution d'anciens ministres des Affaires étrangères. Ils font aussi beaucoup de lobbying auprès des parlementaires. Bref, après la libération d'Olivier Grondeau, il sera intéressant d'observer si leurs activités sur le sol français restent aussi fortes. Donc ça, c'est peut-être une première contrepartie. L'autre, ça peut concerner des demandes diplomatiques, Georges ? Alors, les Iraniens mettent sur la table des exigences sur tel ou tel dossier où les positions françaises les embarrassent. L'Iran occupe, par exemple, depuis des décennies, 3 petites îles dans les eaux du Golfe Persique qui appartiennent aux Émirats arabes unis. Est-ce le fruit du hasard ? Lundi, alors qu'Olivier Grondeau retrouvait la France, Paris publiait un communiqué inhabituel, moins dur contre l'occupation de ces îles par Téhéran. Même si la relation franco-iranienne est dégradée à cause des ambitions nucléaires de Téhéran, les services de renseignement des deux camps se parlent. Ils peuvent même ponctuellement collaborer dans le cadre d'impératifs sécuritaires communs. Mais au-delà, à travers ces détentions arbitraires, l'Iran cherche bel et bien à peser sur le cours de la politique des pays dont ils détiennent des ressortissants. Ce qui est sûr, Georges, c'est qu'entre la France et l'Iran, on a l'impression que c'est une véritable guerre de l'ombre qui fait rage depuis longtemps. Ah oui, et chaque
Qu'en sépi, au sens propre d'ailleurs. Un ancien ambassadeur d'Iran à Paris racontait que l'appartement en face de leur bâtiment près du Trocadéro était truffé de caméras. À Téhéran, de leur côté, les ambassadeurs de France retrouvent fréquemment des micros dans les pots de fleurs de leur résidence. Ils doivent parfois se séparer de leur maître d'hôtel en qui ils n'ont plus confiance parce qu'ils sont tenus de renseigner les services iraniens. Sans parler bien sûr du propre traducteur de l'ambassadeur ainsi que celui du représentant iranien en France, un traducteur aux premières loges de tous les entretiens bilatéraux avec les présidents français. Un diplomate qui intéresse d'ailleurs beaucoup de monde, c'est probablement l'homme le plus surveillé par la CIA à Paris, confie un espion français, car les États-Unis, ennemis jurés de l'Iran, ne sont jamais très loin dans cette impitoyable guerre de Londres. Les États membres de l'UE, à l'exception de la Hongrie, ont accepté de soutenir une proposition de cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les dirigeants de l'UE par appel vidéo pour leur soutien. Les pays ont également tenu des discussions informelles élaborant des plans pour assumer et des responsabilités accrues en matière de défense du continent pour compenser le désengagement des États-Unis. Ces discussions visent à éviter le chaos qu'entraînerait un retrait unilatéral des États-Unis de l'OTAN. Un programme appelé Rearm Europe libère 160 milliards de dollars que les États membres peuvent consacrer à la défense, mais uniquement pour des armes et des équipements produits en Europe et dans d'autres pays sélectionnés comme l'Ukraine. Il exclut dans sa forme actuelle les industries de défense américaines et britanniques, ce que Londres espère changer. Le Conseil de l'UE estime que cette mesure contribuera à renforcer la compétitivité et la sécurité européenne. Les industries de défense françaises, allemandes et italiennes qui sont en concurrence avec le Royaume-Uni y trouveront leur compte. L'argent de ce prêt pourra être consacré à ce que l'UE considère comme ses lacunes les plus urgentes, des systèmes de drones et anti-drones, à la défense aérienne et antimissiles, des domaines auxquels l'Ukraine pense pouvoir contribuer de manière significative. Certains pays souhaitent que le prêt soit strictement lié à la défense, tandis que d'autres estiment que des critères moins stricts devraient être acceptés, comme l'amélioration de la cybersécurité. Jeudi, l'UE a déboursé 1 milliard de dollars supplémentaires pour l'Ukraine, provenant des bénéfices des avoirs russes gelés, car elle affirme que le fardeau de la reconstruction de l'Ukraine devrait être supporté par ceux qui sont responsables de sa destruction. Par ailleurs, les dirigeants ont discuté du Moyen-Orient, déplorant la rupture du cessez-le-feu à Gaza et le refus du Hamas de rendre les otages encore retenus. Ils ont exhorté les autorités syriennes de transition à assurer la protection des civils. Les dirigeants des pays qui dépendent de l'euro déclarent vouloir faire davantage pour utiliser l'épargne privée des citoyens de la zone euro dans des investissements européens afin de stimuler la croissance des entreprises européennes. Si la Cour de justice de l'Union européenne prend des décisions qui ne sont pas dans les compétences de l'Union européenne, eh ben, elles ne s'appliquent pas en Allemagne. Le Conseil constitutionnel français a aussi plusieurs fois, de même que le Conseil d'État, plusieurs fois aussi, a fait remarquer que la Constitution française était supérieure au droit européen. Et là, il n'y a jamais eu de conflit. Par contre, quand la Pologne, en 2021, la Cour constitutionnelle polonaise a expliqué que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'organisation du système judiciaire européen, ça concernait tout ce conflit autour de la réforme de la justice en Pologne. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on parlait dans les médias, y compris français, des atteintes à l'état de droit, etc. Il y avait eu des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne qui imposait de suspendre le fonctionnement de certaines chambres de la Cour suprême polonaise. Et le tribunal constitutionnel polonais a réagi en disant que non, ça ne fait pas partie des compétences qui ont été transférées à l'Union européenne par le peuple polonais et que conformément à la constitution polonaise, la Cour de justice de Luxembourg ne peut pas statuer sur ces questions. Alors ça avait fait beaucoup de bruit. On avait expliqué que que le tribunal constitutionnel polonais remettait en cause les traités, mais non, en fait, il remettait en cause l'interprétation très créative des traités par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, il y a eu la Pologne, et là, il y a eu des sanctions qui ont été adoptées.
des sanctions financières que la Pologne a refusé de payer, mais comme la Pologne est bénéficiaire nette du budget européen, toujours plus pour très longtemps sans doute, eh bien la Commission a retenu ces fonds sur d'autres fonds qui devaient être versés à la Pologne. Donc finalement, la Pologne a dû payer ces sanctions. Alors avec le nouveau gouvernement de Donald Tusk, elle s'est pliée. Et il y a eu aussi un conflit avec la Cour constitutionnelle roumaine, toujours un État qui est sensible au chantage financier de l'UE, où la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les juges roumains, les tribunaux roumains, s'ils considéraient que des décisions de la Cour constitutionnelle roumaine étaient contraires aux Européens, ne devaient pas appliquer ces décisions. Donc, de fait, elle expliquait qu'il y avait une primauté du droit européen sur le droit constitutionnel roumain et que les tribunaux étaient redevables vis-à-vis directement de la Cour de justice de l'Union européenne et pouvaient complètement court-circuiter leur cour constitutionnelle. Et il y a eu une décision au retour de la Cour constitutionnelle roumaine qui a dit que non, ce n'était pas le cas, qu'en Roumanie, la Constitution est supérieure au droit constitutionnel. Et là, il y a une nouvelle, alors toujours dans l'affaire polonaise dont on parlait là, il y a eu une décision le 11 mars, c'est en fait un avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui redit que le droit européen est supérieur aux constitutions nationales et il parle d'une révolte, c'est le mot qui est utilisé, du tribunal constitutionnel polonais dans cette décision. Et en fait, l'idée, alors ça concerne aussi les Français, attention, parce que l'idée, c'est de créer des précédents pour après imposer dans toute l'Union cette primauté du droit européen, non seulement sur les lois ordinaires, mais aussi sur les constitutions. Donc c'est pour changer en fait cette priorité du droit qui existe au vu des traités européens, pour le changer dans les faits. Et finalement, au cas où cette réforme voulue par le Parlement européen ne serait pas adoptée, finalement, réformer complètement, révolutionner l'Union européenne, mais sans changer les traités, donc sans aucune procédure démocratique. There is one simple mission to be done by the European Union to support President Donald Trump efforts to make peace. That's what we should do, nothing more. Is there anybody in the globe who is able to manage a peace now? This is the President of the United States. Because we are losing lives daily, thousands, which is totally against our values. And second, economically as well, because the war is very, very expensive in the last 3 years just because of the war, creating a higher energy price, the bonds, the interest rates went up, and we lost many export possibilities in Russia. Now, luckily enough, we have a leader, President Trump, who takes the responsibility to launch for peace negotiations. La mobilisation contre la corruption ne faiblit pas en Serbie. Mais celle de ce week-end inquiète jusqu'à l'ONU, alors que le climat s'annonce particulièrement tendu. Les manifestations massives en Serbie ne sont pas des manifestations d'un peuple souhaitant son adhésion à l'Union européenne. Ce qui se passe en Serbie, vous l'avez sûrement vu ce week-end, il y a eu des manifestations massives à Belgrade. Plus de 300 000 manifestants selon les témoins, selon les Serbes, du jamais vu. Donc plus de 300 000 manifestants. Et bien évidemment, Madame Nathalie Loiseau, chef de file de la Macronie à l'Union européenne, récemment nommée présidente d'un improbable European Democracy Shield, le bouclier démocratique européen, contre ceux qui souhaitent un peu de souveraineté, n'a pas manqué de tweeter et de déclarer que c'était une manifestation, comme à Bucarest, comme à Budapest, des peuples qui souhaitent adhérer et rentrer dans l'Union européenne. Évidemment, immédiatement, les commentaires ont commencé à aller dans ce sens, y compris de gens qui s'inquiètent qu'il y ait à nouveau une révolution de couleur. Il faut savoir que la première des révolutions de couleur, le système des révolutions de couleur, a été inventé par la National Endowment for Democracy, qui est une sorte de CIA non militarisée de Washington. C'est la première fois manifestée en Serbie, à l'époque de Milosevic. C'était le mouvement Otpor. Et donc, immédiatement, certains ont cru qu'il s'agissait là, à nouveau, d'une nouvelle forme de révolution de couleur. Pourquoi ces pays, maintenant, sont en train de se reformer, se recoaliser, là?
Parce qu'il y a d'abord une compréhension, je pense, assez lucide de leur communauté d'intérêts. Ouais. Ensuite, il y a l'empreinte, malgré tout, de cette communauté de l'Empire austro-hongrois. Ces peuples se connaissent bien, ils sont interpénétrés. Il y a une minorité hongroise en Serbie, il y a une minorité roumaine en Hongrie, il y a... de même, il y a des minorités serbes en Roumanie, etc. Tout ça, les Balkans sont interpénétrés. Ces gens se connaissent bien. Alors, pendant très longtemps, c'était aussi le jeu des grandes puissances. Certains de ces pays étaient très opposés entre eux, la Hongrie et la Serbie, entre autres. Mais ils voient très bien qu'ils ont besoin d'alliés et ils ont besoin de consolider leurs intérêts, ne serait-ce que les intérêts économiques, pour ne pas finir comme les Européens de l'Ouest. Je veux dire, si les Hongrois ménagent les Serbes, c'est aussi parce qu'il y a un gazoduc important qui passe par la Serbie, depuis la Russie. Et ces deux pays n'ont pas envie de sacrifier leur avenir et leur économie à des sanctions complètement fumeuses de l'Union européenne, à la guéguerre que mène l'Union européenne contre la Russie. D'abord, il ne marchera pas. C'est uniquement l'Union européenne qui s'appauvrit. La Russie s'en fiche complètement. Et en s'appauvrissant, elle détruit ses propres pays, ses propres citoyens, l'avenir de leurs citoyens. Et je ne parle même pas des problèmes d'éducation, les problèmes de wokisme. Orban a dit, bon, stop, ça suffit. En Serbie, on n'a pas su. Bon, la Serbie est un pays très équivoque, avec un gouvernement très équivoque, qui veut la chèvre et le chou. En Serbie, les gens qui sont dans les rues, il y en a qui vont reprocher au gouvernement à la fois de ne pas être suffisamment européen, et d'autres, juste à côté, vont dire assez de wokisme, ça suffit, les gay pride, tout ça, nous sommes orthodoxes, nous sommes conservateurs et chrétiens, vous nous trahissez. Bon, ce qui veut dire que l'heure est venue pour la Serbie, quel que soit son gouvernement, que le président actuel, Vučić, y reste ou pas, l'heure est venue de dire notre voix, c'est celle-ci ou bien celle-là. Ce n'est plus possible de jouer sur les deux tableaux. On est vraiment dans une situation à la vie et à la mort. Ouais. Il y a bien que Nathalie Loiseau, Nathalie Cuicui qui pense, qu'on en a parlé, mais qui pense que ce sont des manifestations pro-européennes. On a l'impression que dans les rues de Belgrade, il y a des drapeaux européens partout, les gens sont habillés en drapeau européen. Je pense qu'il faudrait qu'elle aille faire un tour, non, Nathalie, à un moment donné, si elle a 2 minutes pour prendre un avion et y aller, quoi. Parce que c'est pas le cas. Je pense qu'elle pourrait commencer par faire un tour dans les rues de Paris, non? Oui, donc, effectivement. Non, mais dans les rues où il y a des gens normaux. Hein. Oui. C'est une folie, tu as raison. Mais ces gens sont fous. Enfin, sont fous dans le sens où vraiment ils travestissent la réalité, mais j'ai vraiment l'impression en plus qu'elle y croit quand elle dit ça. Hein. Oui, elle y croit. Je pense qu'elle y croit, elle est honnête pour le coup qu'elle dit ça. Oui, tu sais, ça fait depuis 2017 que je documente dans ma chronique des temps ce que j'appelle le phénomène, ou que je n'ai pas inventé d'ailleurs le terme, le phénomène de l'hypernormalisation, c'est-à-dire la construction d'un univers parallèle, parce que l'univers réel nous effraie et qu'il n'est pas contrôlable. Et eux, ils ont construit un univers qu'ils maîtrisent. Effectivement, ils maîtrisent les médias en France, il n'y a pas de problème. Ce sont des carpettes, il y a les médias de grand chemin. La classe politique n'existe pas, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a aucune opposition en France, il faut arrêter de croire qu'il y en a eu. Il n'y a pas de manifestation. En Serbie ou en Hongrie, on dénonce la corruption du gouvernement, l'appauvrissement des pauvres, ou bien, je sais pas moi, l'enrichissement de la nomenclatura. Mais on le fait, on va dans la rue et on rassemble 300 000 personnes dans Belgrade. On le fait. En France, je ne sais pas ce qui pourrait aujourd'hui rassembler 300 000 personnes. La France se prépare à distribuer un manuel de survie à chaque famille pour aider les citoyens à se préparer aux menaces imminentes, y compris un éventuel conflit armé sur le sol français. Le manuel de survie vise à encourager les citoyens à développer leur résilience face à diverses crises, a déclaré une porte-parole du Premier ministre François Bayrou à CNN mercredi. Cela inclut les catastrophes naturelles, les incidents technologiques et cybernétiques, les crises sanitaires comme le Covid-19 et les crises de sécurité telles que les attaques terroristes et les conflits armés, a-t-elle ajouté. Si approuvée par Bayrou, la brochure de 20 pages sera envoyée aux familles avant l'été.
Le plan français suit les mises à jour de brochures similaires publiées pour des millions de familles en Suède et en Finlande, qui incluent des conseils sur la façon de se préparer aux effets des conflits militaires, aux interruptions de communication et aux coupures d'électricité, ainsi qu'aux événements météorologiques extrêmes. La nouvelle brochure sera similaire en contenu à un site internet du gouvernement français, lancé en 2022, qui offre des conseils sur la façon de se préparer à une urgence. Le manuel sera divisé en 3 parties, offrant des conseils pratiques sur la façon de se protéger et de protéger ses proches face à un danger immédiat. Parmi les recommandations, figurera également une liste de contacts d'urgence, pompiers, police et ambulances, des informations sur la façon de se syntoniser sur les stations de radio, ainsi que sur la manière de fermer les portes en cas d'accident nucléaire. Le manuel recommande un kit de survie qui comprend également de l'eau potable, des aliments en conserve, des piles et une lampe de poche. Les citoyens sont également conseillés d'acheter des médicaments tels que du paracétamol, des compresses et des solutions physiologiques. La dernière fois qu'il y a eu un grand rassemblement, je pense que c'était l'école pour tous, non? Voilà, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et en plus, il y a eu des répressions incroyables. Aussi, il y a eu des répressions incroyables. Parce que tu le disais chez André Berkoff, chez André cette semaine, tu disais ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, ça n'aurait pas été accepté ni en Serbie ni en Roumanie, non? J'imagine, c'est ce que tu disais, Slobodan. Ah non, mais attends, moi j'ai connu les manifestations des Gilets jaunes, j'ai eu ma dose de gaz comme tout le monde. Ouais, moi aussi. Les coups de matraque et le gaz, oui, on en a mangé, ouais. Mais ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un débat qui va, d'ailleurs, on a soulevé la question, est-ce qu'il y a eu usage d'un canon sonore sur les manifestants à Belgrade? C'est la seule violence, si elle s'avère, la seule violence. Les canons sonores sont intégrés, ou les grenades, comment on appelle ça, les grenades assourdissantes, sont intégrées. Oui, j'y allais dessus, en fait. Ben voilà, ils sont intégrés à l'équipement standard des polices occidentales, personne ne conteste. Je connais celui de la Serbie et de l'ex-Yougoslavie, les systèmes éducatifs sont beaucoup moins détruits, beaucoup moins déconstruits qu'en Europe de l'Ouest. Je pense qu'il y a un effondrement général du QI un peu partout, mais il est peut-être un peu plus lent là-bas. Chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui députée écologiste du Doubs, vient d'être nommée au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Or, Dominique Voynet est une opposante fervente à l'énergie et à l'industrie nucléaire qu'elle va donc avoir pour mission de superviser. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Baptiste, tout au long de sa carrière, Dominique Voynet, en effet, n'a eu de cesse de combattre l'atome. Oui, quitte à trahir son propre gouvernement. Lorsqu'elle était ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin, Dominique Voynet a participé à Bruxelles à des débats sur le soutien financier européen au nucléaire. Ministre française, Dominique Voynet devait défendre le nucléaire. C'était le mandat que son Premier ministre lui avait donné. Mais elle a avoué depuis avoir sciemment fait l'inverse. Elle a plomber le nucléaire. Et ça n'était pas la première fois. Non, c'est la même Dominique Voynet qui a poussé à la fin des années 90 pour mettre fin au programme Superphénix. Le Superphénix, c'était un réacteur nucléaire durable car il produisait de l'électricité à partir des déchets radioactifs. Une technologie qui laissait rêveur car c'était la perspective d'une électricité nucléaire indépendante, sans combustible, une technologie sur laquelle la France était en avance, mais Superphénix a fait les frais de l'accord de gouvernement entre Lionel Jospin et les Verts, et Dominique Voynet ne cachait pas son rôle devant la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté et l'indépendance énergétique en 2023. Je n'ai pas pris la décision de fermeture de Superphénix, mais je reconnais bien volontiers l'avoir inspiré, souhaité et soutenu. Alors, cet accord de gouvernement entre socialistes et verts, donc, qui sacrifia le nucléaire il y a 25 ans, ça rappelle le cas plus récent de Fessenheim. Oui, Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Elle assurait environ 90% de la consommation électrique alsacienne, mais elle a été fermée il y a tout juste 5 ans, victime d'un autre accord politique entre le Parti socialiste et les Verts pour soutenir cette fois-ci la candidature de François Hollande en 2012, accord qui prévoyait la fermeture de 24 réacteurs et pour commencer ceux de Fessenheim, accord de coin de table pour l'ex-ministre Arnaud Montebourg auditionné par la commission d'enquête lui aussi en 2023. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après,
vogue la galère. En 2016, 4 ans après l'annonce de la fermeture, l'autorité de sûreté du nucléaire plaçait encore la plus vieille centrale de France parmi les plus sûres du parc français. Fessenheim aura fonctionné 42 ans alors qu'elle aurait pu continuer au moins 20 ans de plus. Alors Baptiste, 5 ans plus tard, la donne a changé. Le nucléaire revient en grâce. Les antinucléaires peuvent-ils encore faire des dégâts ? En tout cas, c'est parti pour. À Fessenheim, la folie verte continue de sévir. Pour compenser la perte d'activité économique liée à la fermeture de la centrale, des terrains de la commune devaient être mis à la disposition d'entreprises avec des créations d'emplois à la clé. Et bien finalement, le projet a été considérablement réduit. Pourquoi ? Parce que des traces ADN d'un crapaud en danger d'extinction, pas le crapaud lui-même, mais des traces de son ADN ont été relevées et les associations ont obtenu sa protection. François Hollande avait promis de compenser les quelques 2000 emplois supprimés par la fermeture de la centrale. Aucun n'a encore vu le jour. L'enquête de la rédaction d'Europe 1 signée donc Baptiste Morin. Merci Baptiste. On reparlera Dominique Voynet dans 10 minutes avec Vincent Trémollet. Alors moi j'étais content parce que je me suis dit je vais avoir une leçon de survivalisme. Tout ceci est totalement grotesque dans la mesure où la France est quand même un pays qui a de la chance. On n'a pas de catastrophe naturelle considérable comme d'autres pays. On n'a pas de problème pour l'instant de tremblement de terre. On n'a pas de problème de cyclone comme Garance que viennent d'avoir les Réunionnais. Et oui, eux, ils sont organisés. Il y a tout un tas de plans qui existent. Mais et puis j'ajoute, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre non plus. Et comme par hasard, Macron nous prétend qu'on l'est pour se sauver politiquement. Parce qu'il est dans une situation catastrophique, politique et économique, comme d'autres dirigeants européens. Et voilà qu'on nous sort. Nous sommes en guerre. Et pour histoire d'accentuer la peur, on envoie ce guide. C'est honteux, c'est simplement honteux. Alors Alexandre, je constate qu'Alexandre est quand même, il est sur des bases anciennes. On dit pas une radio à pile, on dit un transistor, Alexandre. On dit un transistor. Plus personne n'a de transistor, c'est complètement fini. C'est totalement ridicule et ça témoigne, je veux dire, quelque part, la dimension psychopathe du personnage, tout le monde la connaît, mais ça abolit son sens du ridicule. Ça abolit son sens du ridicule parce que, alors, on fait référence aux Suédois, c'est ancien, c'est la Suède, c'est pas la France non plus. C'est comme quand on parle de la Suisse. La Suisse, c'est tout près, mais ils ont une mode d'organisation, ils ont une histoire. Ils ont un service militaire, les Suisses, rien à voir. Il y a une arme chez eux. Il y a la démocratie avec la votation, etc. C'est pas ça, la France. En France, c'est pas comme ça. On peut le déplorer parce que on peut être un petit peu parano, mais non, là, c'est vraiment de l'instrumentalisation au service de la cause d'un homme politique en dérive. Mais vous pensez qu'il est tout seul dans cette histoire, Régis parce qu'il y a forcément un peu de com, un peu d'organisation derrière, avec une équipe, non? Ou vous croyez que c'est lui tout seul, là? Moi, je constate quand même que ce système, c'est une espèce de gang qui l'entoure, je pèse mes mots, et c'est un système qui fonctionne comme une cour. Il suffit de voir dans les médias mainstream ce que disait Jacques Beau, que vous avez reçu, Clémence, mais sur un autre média. Il disait l'effondrement du journalisme en France est considérable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours critique concernant Emmanuel Macron dans les médias mainstream, donc tout le monde exécute. C'est une opération qu'il a dû monter. Alors il peut y avoir un excès de zèle aussi, en disant le chef dit qu'on est en guerre, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'accentuer son discours. Alors le Internet permet d'aller sur la presse internationale, mais cet homme est ridicule dans le monde entier. Moi, je reçois tous les matins la newsletter du New York Times pour voir comment ils en parlent. La désinvolture, c'est pourtant un journal démocrate, hein. C'est pas spécialement trumpiste. Non, c'est absolument horrible. Ce que cet homme nous aura infligé comme humiliation, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon.
Malheureusement, ce que je constate, c'est que les Français ne réagissent pas suffisamment. Pendant 2 jours, 3 jours, des gens comme nous ont réagi. Clémence, vous faites un super travail en dénonçant, en décodant ce genre de communication. Oui. Mais au bout de 3 jours, les gens passeront à autre chose. Quand est-ce qu'on va se débarrasser de cet homme qui nous conduit à la catastrophe? Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.